Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci Monsieur. beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télésud. Vous revenez de Bruxelles où vous avez participé aux Journées européennes du développement. Quel est l'état des lieux que vous dressez après votre retour de Bruxelles? Merci beaucoup, un bonheur déjà, et je voudrais remercier les autorités de l'Union européenne, notamment Madame la Présidente de la Commission, d'avoir invité le Congo dans cette liste d'invités que j'ai eu l'impression d'avoir été très serré. Et le Congo a fait partie des pays qui ont été invités au plus haut niveau. Et je remercie aussi son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir autorisé que je puisse représenter le pays à cette grande tribune qui me paraît une tribune importante, surtout au regard de l'engagement pris par les pays de l'Union européenne au terme de ces journées, cette 15e édition. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais on a vu une Union européenne qui tire les leçons des grandes crises mondiales que nous connaissons depuis le début du XXIe siècle, et particulièrement celles que nous venons de connaître ou que nous avons actuellement avec la crise ukrainienne et la crise alimentaire. Il faut dire que les grandes crises que connaît l'humanité commandent de nouveaux partenariats. C'est ce que je peux retenir. Vous savez, le XXIe siècle, nous l'avons ouvert avec une situation presque inédite, une crise sur le terrorisme qui a ouvert le XXIe siècle avec l'attentat du 11 septembre. Et on a vu que depuis là, le terrorisme a pris des formes insoupçonnées, même si c'est une vieille violence. Mais depuis ce siècle-ci, on voit comment, par effet de métastase, cette violence qui était à l'origine circonscrite s'est étendue pratiquement sur toute la planète. Il n'existe plus une région au monde où on ne parle plus de terrorisme pratiquement au même moment. Autre crise qui frappe le XXIe siècle, c'est celle justement liée à la protection de notre climat. Les changements climatiques dont on commençait à parler depuis vers la fin du XXe siècle, on a bien vu qu'aujourd'hui, c'est vécu désormais comme une vraie réalité, comme une vraie menace. Là aussi, ça touche le monde entier. À l'époque, les crises que nous connaissons, comme je l'ai dit, étaient circonscrites. Mais aujourd'hui, elles sont généralisées. Et nous tombons sur la crise ukrainienne, qui aurait pu être une guerre circonscrite dans une région du monde, comme on en a connu, comme nous en connaissons souvent en Afrique. Mais là, l'effet a fait que cette guerre qui aurait pu être circonscrite devienne mondiale avec la crise alimentaire. Vous voyez, donc, toutes ces crises qui ont un effet mondial ont fait que les États réalisent maintenant la fragilité de la sécurité humaine, réalisent qu'aucun pays n'est en avance sur les autres, réalise que pour notre sécurité collective, nous devons, maintenant qu'on a découvert qu'on est interreliés, on est interdépendants, nous devons désormais être interconnectés. Et c'est tout le sens, effectivement, de cette 15e édition des Journées européennes du développement. Alors vous disiez qu'à Bruxelles, vous aviez été interrogé sur l'attitude de votre pays du Congo face justement à la crise ukrainienne et à ses ramifications diplomatiques internationales. Ah oui, mais parce que même à l'ouverture de ces journées, c'est les discours qui étaient récurrents. La situation est tellement préoccupante qu'elle ne pouvait que s'inviter à ces journées. Et de temps en temps, ou sinon de plus en plus, on revenait sur ce qu'aura été l'attitude des pays africains, qu'on a cru être indifférents à la crise, plutôt ou peut-être alignés sur les positions de la Russie. Mais nous avons eu le temps, effectivement, de lever toutes les ambiguïtés. Vous savez, c'est tout à fait normal que l'Occident ait toujours cette image caricaturale de l'Afrique. Mais je prends le cas des 2 votes qui ont suivi le déclenchement de la guerre. Le premier vote concernait les sanctions économiques contre la Russie. Pourtant,
on a eu, au moment du vote, un seul pays africain qui a voté contre les sanctions. C'était l'Érythrée. On a eu plus d'une vingtaine qui ont voté pour. On a eu 18 environ qui se sont abstenus. Comment, avec un tel résultat, on peut penser que l'Afrique a pris position contre les sanctions? Vous voyez, on pêche même un peu dans l'analyse. L'abstention du Congo, par exemple, contre les sanctions, et tel est le cas peut-être pour tous les autres pays qui se sont abstenus. D'abord, parce qu'il est difficile de faire le choix dans le cas d'une guerre fratricide. Le Congo qui a pendant longtemps assisté, connu des guerres fratricides, géré avec les voisins des guerres fratricides. L'Afrique qui a pendant longtemps connu des guerres frontalières, des conflits frontaliers, analyse la situation en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, comme une situation, une guerre fratricide. Il s'agit d'un même peuple que nous avons côtoyé, avec lequel nous avons vécu sous l'ère de l'Union soviétique, des gens qui parlent la même langue et qui se battent. Certains pays avaient du mal à se déterminer sur une telle question quant à savoir s'il fallait condamner l'un. Il y a un agresseur et un agressé aussi. Alors, une guerre a toutes les justifications. Jamais je n'ai vu des pays en guerre et l'un d'eux manquer d'explication à la guerre. Voilà. On trouve toujours une bonne raison de faire la guerre. Mais ce qui compte pour l'Afrique, quand une guerre est déclenchée, c'est qu'elle soit vite arrêtée. Et c'est pour cette raison que l'Afrique met toujours en œuvre la politique de prévention. Souvenez-vous, le pacte africain de défense commune que Denis Sassou Nguesso avait formulé et suggéré à l'Union africaine depuis 2005. C'était ces politiques de prévention. Et pour revenir aux sanctions économiques, le Congo et beaucoup d'autres pays africains ont toujours pensé que les sanctions économiques contre un régime causent toujours du tort, non pas au régime, mais aux populations. Et s'il faut les éviter, il faut les éviter. Le Congo, a fortiori, qui depuis l'indépendance a toujours œuvré pour la résolution des conflits, œuvré au dialogue, a toujours recouru au dialogue. Pour ceux qui connaissent le Congo et qui connaissent Denis Sassou Nguesso, ils savent combien de fois nous avons été, la paix a été mise à mal par des groupes rebelles, ayant même fait recours à des procédés terroristes. Mais ils savent combien de fois ces groupes rebelles ont fini par signer les accords de paix, de cessation des hostilités avec le gouvernement. Et combien de fois, même les auteurs de ces crimes ont été amnistiés, restaurés et même responsabilisés. Parce qu'on a toujours pensé qu'il fallait faire recours au mode alternatif de règlement de conflit. Maintenant que les stocks de blé sont bloqués en Ukraine par le conflit, sentez-vous déjà, au Congo en particulier, des conséquences du conflit en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales? Très bien. Avant de répondre directement à la question, voyez-vous, encore une fois, on se retrouve dans une situation similaire à celle de 1990. Aujourd'hui, effectivement, nous avons écouté ce discours et nous le partageons certainement. La crise alimentaire, la rareté des produits alimentaires sont du fait de la Russie qui bloque le trafic, l'acheminement des produits alimentaires. Et je suis d'accord avec l'Occident que ce n'est pas tant les sanctions, par exemple, qui sont à l'origine de cette insécurité alimentaire, mais c'est le comportement de la Russie. Je peux en faire la concession. Mais c'était exactement le même raisonnement en 1990.
Les régimes profitent donc de la période des sanctions pour créer une situation, donc prendre comme les populations, comme bouclier, les prendre en otage, justement en se servant de la situation créée comme une arme psychologique de guerre. Donc, ce qui compte pour nous, c'est pourquoi est-on arrivé à cette insécurité alimentaire? Ce qui doit compter, comment faire pour qu'on arrête cette insécurité alimentaire? Peu importe l'origine du déclenchement, peu importe l'état d'esprit de l'auteur à l'origine de cela. Et le Congo, comme tous les autres pays, subit cela. Vous savez, nous importions. Nous sommes un pays qui vit principalement d'importation et on le vit mal, on en souffre de toutes les façons et c'est pour cette raison que le président de la République met en œuvre un programme ambitieux qui devrait nous permettre de réduire les importations alimentaires et d'être dépendant de ce point de vue. Quoique aucun pays ne dira qu'il sera totalement dépendant puisque nous sommes maintenant interdépendants. Mais on était loin d'imaginer que nous dépendions principalement de l'Ukraine et de la Russie, s'agissant par exemple de la farine de blé. Ils sont nombreux, beaucoup de pays, même en Europe, bien sûr, qui ne savaient pas effectivement qu'ils dépendaient de l'Ukraine et de la Russie. On était loin d'imaginer que nous dépendions principalement de ces pays pour ce qui est des engrais, de fertilisants par exemple. Donc, c'est tout un système de production qui va s'écrouler si l'on ne fait pas attention, si l'on ne se ressaisit pas vite pour arrêter cette guerre. Oui, nous subissons cela et nous avons mis en place un plan de résilience pour espérer effectivement contourner la difficulté, contrer la menace. Un plan de résilience qui va s'appuyer sur des politiques d'import-substitution, faire en sorte que nous soyons capables de produire localement et très vite pour compenser ces importations qui sont maintenant presque difficiles pour nous. Donc, le plan de résilience va permettre effectivement de réaliser peut-être des stocks de souveraineté ou de sécurité, encourager la production locale, amener les Congolais à changer peut-être d'habitude alimentaire pour que nous ne puissions pas totalement subir des conséquences ou des effets pervers de cette crise. Comment jugez-vous cette année que vous avez passée à la tête du gouvernement ? Les actions que vous avez lancées, les résultats que vous avez peut-être déjà obtenus ou qui sont en cours ? Une année de grands défis. Et je veux simplement dire que sous la clairvoyante direction du président Denis Sassou Nguesso, nous avons fait face à toutes ces crises que l'humanité a connues en cette période. Souvenez-vous, il a été réélu dans un contexte de crise sanitaire, une menace grandissante avec un taux de contamination qui galopait, un taux de morbidité et de mortalité lié justement à la pandémie à Covid-19 qui commençait à inquiéter. On peut se réjouir de ce que, un an après, à l'image de bien d'autres pays, vous me direz, on a réussi à contenir la menace, mais on peut aussi se réjouir de ce qu'en cette période de crise sanitaire, on ait réussi, tant soit peu, à améliorer un peu le plateau technique, ne serait-ce que pour prendre en charge les cas désespérés de Covid, tous ceux qui avaient des insuffisances respiratoires, ainsi de suite. On a tout fait pour essayer d'améliorer tant soit peu ce plateau. Donc, je pense que cette crise, nous avons réussi à la contenir pendant cette année d'exercice sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso. C'est quand même un point important. La crise économique et financière, d'abord la crise de confiance. Vous savez qu'à partir de 2016, on avait connu une suite d'événements avec nos partenaires, et plutôt nos partenaires techniques et financiers, et y compris même les partenaires bilatéraux, pas que multilatéraux. Une crise de confiance qui a fait que les relations étaient presque rompues, avec le Fonds monétaire international et il fallait travailler pour rétablir la confiance. Nous sommes venus en France
En août 2021, le président de la République lui-même a rétabli le pont avec les autorités françaises, avec toutes les autres autorités d'autres pays amis. Nous avons été aux États-Unis. On peut se satisfaire aujourd'hui de ce que la confiance aussi est rétablie. Nous avons rétabli les équilibres macroéconomiques. On a conclu de nouveau avec le Fonds monétaire international, ce qui n'était pas facile. On a contribué à réduire la dette qui était à hauteur de 110% du PIB. Aujourd'hui, on parle en termes de 4,24%. C'est une avancée. Et nous pensons quand même que sur ces grands défis, nous avons essayé, sous la clairvoyante direction du président Denis Sassou Nguesso, on a essayé de contenir la menace et de rétablir un peu l'équilibre au niveau national. Ah oui. Sans oublier le Front social. Le Front social, lorsque nous arrivions il y a un an, et il vous souviendra, pour ceux qui connaissent Brazzaville, il n'y avait pas un coin de rue où il n'y avait pas une manifestation, des concerts de casseroles, ça touchait les retraités, ça touchait les sinistrés, ça touchait les jeunes en quête d'emploi, ça touchait pratiquement toutes les communautés. Et on ne pouvait pas vivre une semaine sans qu'on apprenne que dans une partie du pays, les étudiants sont en grève, ils menacent, ils ont assiégé l'ambassade. On peut dire oui. Toute cette année, on a travaillé à régler un peu toutes ces situations sociales. On ne les a pas totalement résolues, mais ça a quand même redonné encore un peu de l'espoir. Et comme je le dis, le défi était de rétablir la confiance. Nous pensons quand même que nous avons rétabli la confiance et on a amené les Congolais à avoir encore beaucoup plus confiance en eux et en leurs dirigeants. Alors un des piliers importants de votre programme de gouvernement, enfin celui du président, également c'est la protection de l'environnement qui joue un rôle majeur. Est-ce que ce pilier-là a pu être sauvegardé en dépit justement des difficultés diverses et nombreuses que vous avez mentionnées? Ah oui, nous continuons. Vous le savez, nous avons signé des accords importants avec Total EP Congo sur la forestation dans une grande zone, une zone importante dans les plateaux. Voilà, une grande étendue, un vaste projet qui connaîtra aussi la forte contribution des communautés parce que dans le plan d'afforestation qui est mis en place, il est question d'encourager aussi l'agroforestation, donc la pratique de l'agriculture par les communautés. Et c'est un projet important. Vous êtes aussi au courant certainement que nous avons un protocole d'accord que nous avons signé avec ENI pour la culture du ricin en vue de la production à terme du biocarburant. Voilà, et nous avons à ce niveau pratiquement 150 000 hectares de culture de ricin à faire. Ce qui nous a permis d'ailleurs de solliciter l'appui d'autres partenaires, notamment une société rwandaise, un partenaire rwandais avec lequel nous avons signé, parce que dans le cadre de l'accord que nous avons avec ENI, qui a besoin de la production du ricin, c'est au Congo de planter, c'est au Congo d'avoir des plantations, de cultiver les plantes de ricin pour que le ricin qui en découlera serve à ENI pour sa politique énergétique de biocarburant. Nous n'avons pas tous toute l'expertise nécessaire. Il nous fallait nous ouvrir. Donc, vous voyez bien que de ce point de vue, nous avons encore ce grand programme de protection de l'environnement, ce bon programme de protection de séquestration de carbone et puis d'anéantissement du gaz carbonique. On a encore un vrai projet de préservation des tourbières, de la mangrove. Donc, le président Denis Sassou Nguesso est un champion en la matière. Vous le savez, la seule chose, et nous avons partagé cela avec nos partenaires, je le redis encore ici, mais on attend beaucoup de nos partenaires parce qu'on n'a pas l'impression que l'accord de Paris
est appliquée dans sa plénitude, surtout dans ce qui concerne l'accompagnement des pays du bassin du Congo sur la valorisation de leur crédit carbone. De la captation du carbone. Voilà, c'est ça. Mais on se rend compte que, alors que le crédit carbone est acheté pour les pays occidentaux à près de $90, chez nous, avec le système qui est mis en place, on ne bénéficie pas de cette facilité. Voilà, on le vend, on l'achète peut-être à $2 ou $3, ou bien on l'utilise moyennant de telles compensations qu'on a du mal à évaluer. Et là, nous avons besoin que les pays occidentaux, les pays de l'Union européenne, nous avons porté ce message à nos amis de l'Union européenne, puissent accompagner les pays de la Commission climat du bassin du Congo. Monsieur le Premier ministre, donc, en ce qui concerne la captation du carbone, votre pays joue un rôle quasiment mondial. Oui, mondial. Jusqu'à un moment donné, on était considéré comme le deuxième poumon écologique mondial, mais de plus en plus, on reconnaît que c'est finalement le premier poumon écologique, parce que l'Amazonie, avec tout ce qui se passe, je crois qu'elle a perdu sa première place. Et c'est le bassin du Congo qui sert aujourd'hui de bouée de sauvetage, de sauveur de la planète. Nous en appelons toujours à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de continuer à soutenir nos efforts. La Commission climat du bassin du Congo est dotée désormais d'un instrument financier qu'on appelle le Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui a un certain nombre de projets à mettre en œuvre, pratiquement, je crois, autour de 247 ou 300 projets. Ces projets méritent d'être soutenus, accompagnés, financés par nos partenaires, et nous plaidons souvent pour cela. Alors vous avez parlé du Rwanda, justement à ce propos, une dernière petite question en ce qui concerne les relations Rwanda-RDC. Quel est votre point de vue là-dessus? Nous suivons de très près les tensions qu'il y a depuis un moment entre le Rwanda et la RDC. Il faut dire que c'est toujours pour cette raison que nous sommes très prudents quand il s'agit de nous engager ou de donner des points de vue sur la guerre. Nous tenons toujours à ce qu'il n'y ait pas de guerre de préférence. Vous voyez que de ce point de vue, le Congo a une pratique, a une expérience. Même avec les voisins, c'est l'un des rares pays qui n'a jamais engagé une guerre ouverte, qui n'est jamais allé en conflit, y compris même avec ses voisins. Pourtant, ce ne sont pas les conflits frontaliers qui manquent, mais nous organisons régulièrement des commissions mixtes de gestion des frontières pour prévenir ces situations. Parce que, encore une fois, une guerre, pour nous qui avons l'expérience des guerres dans nos pays, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle se termine. La situation de la RDC, elle est ancienne, malgré le fait qu'on avait pratiquement anéanti le M23 en 2013, presque 10 ans après, la braise qui brûle sous les cendres refait surface. Et on arrive à ce que nous sommes en train de gérer parce que ces guerres, et nous-mêmes en avons l'expérience. Voyez-vous, surtout quand le processus de réinsertion, de démobilisation retarde, à tout moment, vous vivez la recrudescence des violences. Donc, c'est une situation qui nous préoccupe, et nous avons foi que les deux pays frères vont vite arriver à la solution. Nous avons confiance en la médiation qui a été placé sous l'autorité du président angolais dans le cadre de la conférence internationale sur les pays des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, la CIRGL. Mais nous appuyons aussi, nous saluons aussi la médiation qui est envisagée dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est avec le président kenyan, autour duquel se sont retrouvés tous les pays impliqués de près ou de loin au conflit, et avec une déclaration importante qui a été signée en reconnaissant le déploiement d'une force au niveau de la frontière entre les deux pays au niveau de l'Est. Donc, nous soutenons toutes ces initiatives de médiation en sachant que le président Denis Sassou Nguesso pourra continuer à jouer son rôle de facilitateur pour être à équidistance entre les deux présidents
Il a de très bons rapports avec le président Tshisekedi, avec lequel il se voit régulièrement, pratiquement tous les mois. Il a de bons rapports avec le président Kagame, qui a effectué une visite d'État dans notre pays il y a un mois. Nous avons des accords tant avec la RDC qu'avec le Rwanda, surtout au plan économique. On a signé un accord avec la RDC sur l'énergie, avec la possibilité d'intéresser tous les autres pays de la région. On a signé il n'y a pas longtemps un accord avec le Rwanda sur la gestion des zones économiques spéciales, sur l'exploitation agricole. Donc, économiquement, politiquement, historiquement, culturellement, le Congo a des rapports à équidistance entre les deux pays, et le rôle de facilitateur du président Denis Sassou Nguesso, en raison de son leadership, en raison de son expérience dans la gestion des crises, va toujours accompagner les efforts de médiation menés tant au niveau de la CIRGL qu'au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci.